Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Calais et Frédéric Claes, chargés de recherche à l'IWEPS. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Frédéric, on a déjà eu l'occasion de vous entendre dans un précédent numéro du podcast de l'IWEPS, le 6e pour être précise, où vous aviez fait l'exercice avec Raphaël Ritondo de définir la démarche prospective. Alors si on vous accueille aujourd'hui avec Vincent, c'est parce que vous êtes les auteurs d'un tout nouveau rapport de recherche en prospective. Ce rapport, il est publié en collaboration avec l'AVIC, l'Agence pour une vie de qualité. Il porte sur la lutte contre la pauvreté des enfants en Wallonie et il nous transporte en 2050 via des scénarios que vous avez dessinés. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous peut-être nous expliquer le contexte et la manière dont ce projet est né, Vincent ? Alors, ce projet, il est né d'une demande du gouvernement wallon, parce qu'en fait, maintenant, ça fait une dizaine d'années que la pauvreté des enfants est devenue vraiment un problème public en Wallonie. Et j'imagine que vous connaissez sans doute l'initiative de la RTBF Viva for Life, qui depuis 2013 recueille des fonds pour aider les enfants en situation de pauvreté. Et cette initiative, elle n'est pas du tout isolée, en fait. La pauvreté des enfants, c'est l'objet d'une préoccupation constante des gouvernements wallons, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du gouvernement fédéral aussi, et de tout un tas d'acteurs, notamment le délégué général aux droits de l'enfant, qui étudie depuis une quinzaine d'années maintenant la question de la pauvreté des enfants, qui est un élément important dans la question de l'accès aux droits fondamentaux des enfants. Et aussi, alors il y a eu de gros changements depuis 15 ans, puisque au niveau statistique, on connaît beaucoup mieux le phénomène de pauvreté des enfants, grâce à l'enquête sur les revenus et les conditions de vie, puisqu'il y a un module maintenant spécifiquement dédié à cette pauvreté. Et donc, il y a des études qui sont arrivées, notamment en 2018, l'étude de la Fondation Roi-Baudouin, qui fait l'état de cette pauvreté. Et donc, on comprend beaucoup mieux cette question, et c'est devenu un vrai enjeu politique. Et ça s'est accéléré depuis quelques années, puisqu'au niveau européen, on a adopté la garantie européenne pour l'enfance. Et cette garantie, elle vise à permettre aux enfants dans le besoin de bénéficier d'un accès gratuit et effectif à 4 droits fondamentaux. Donc, c'est l'accès à l'éducation, aux structures d'éducation et d'accueil de la petite enfance, la scolarisation et les activités parascolaires, l'accès à un repas sain par jour à l'école et l'accès aux soins de santé. Donc, c'est des soins accès gratuits et effectifs. Donc, ça concerne en Belgique 93 000 enfants. Et donc, il y a 93 000 enfants qui sont aujourd'hui visés par cette garantie à l'horizon 2030 en Wallonie. En Belgique, pardon. Et donc, il y a vraiment eu un changement d'ensemble. Et cette évolution s'est traduite dans le plan de sortie de la pauvreté qui a été adopté par le gouvernement wallon en novembre 2021 et qui cible vraiment spécifiquement le public des enfants comme public objet d'une action politique et qui appelle aussi à la réalisation d'une étude prospective. Et nous y voilà. Donc, c'est le point de départ, en fait, de ce travail prospectif sur les politiques de lutte contre la pauvreté des enfants. Vous définissez votre démarche comme une analyse prospective exploratoire. Qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric ? Très bonne question. Avant peut-être d'expliquer ce qu'on entend par prospective exploratoire, c'est peut-être pas inutile de rappeler brièvement ce qu'on entend par prospective tout court, qui était déjà l'objet du podcast numéro 6. Alors la prospective, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une science, c'est avant tout une démarche qu'on définit, c'est la définition qu'on aime bien donner, une démarche d'aide à la décision qui vise à éclairer l'action présente à la lumière de futurs possibles. Alors futurs possibles, il y a des S, c'est toujours au pluriel. Donc, ça veut dire qu'on ne vise pas à prédire ce qui va se passer, c'est pas de la prévision, on cherche à anticiper ce qui pourrait arriver. Et ça fait toute la différence. Donc en prospective, on accepte d'emblée que le futur est ouvert et incertain. Et parce que le futur est ouvert, incertain, pluriel, on essaie d'en imaginer plusieurs futurs possibles. Donc non pas le futur, mais les futurs. Et donc le futur en prospective, il ne faut pas se méprendre, c'est avant tout un détour pour penser autrement le présent. Donc, on imagine plusieurs futurs possibles pour répondre à des questions qui nous préoccupent ici et maintenant. Donc en l'occurrence,
la pauvreté des enfants et les moyens de lutter contre cette pauvreté. Alors pourquoi prospective exploratoire ? Il faut savoir qu'en prospective, on oppose souvent la prospective normative ou stratégique et prospective exploratoire, justement. Alors quand on fait de la prospective stratégique, donc ce que nous n'avons pas fait ici, qu'est-ce qu'on fait ? On se donne un objectif souhaitable, à un horizon déterminé. Par exemple, prendre un exemple qu'on connaît tous, la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, la neutralité carbone en 2050. Objectif très lointain, qui fixe un horizon considéré comme souhaitable. Et alors on essaie d'imaginer des trajectoires qui pourraient mener à ces objectifs. On retrouve l'idée de pluralité, il y a plusieurs chemins. Elle est dans les chemins, cette pluralité qui mène à l'objectif désirable qu'on s'est fixé. Donc on part du futur et on réfléchit à rebours. C'est la raison pour laquelle on qualifie parfois cette approche de backcasting. La prospective exploratoire, donc qu'on a fait dans cette étude, c'est en quelque sorte l'inverse. On ne se fixe pas d'objectif a priori, on ouvre la démarche à des futurs. Tous ces futurs ne seront peut-être pas souhaitables, mais ils correspondent à des évolutions possibles du système qu'on étudie, et donc on s'y confronte. On ouvre le jeu à des futurs qui seront peut-être très différents et radicalement différents de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors en l'occurrence, dans le cadre de cette étude sur la pauvreté des enfants en 2050, l'idée est de pointer des enjeux, des tensions qui pourraient émerger ou qui pourraient s'intensifier dans les prochaines décennies, et donc exercer des contraintes fortes sur la décision. Donc l'idée n'était pas du tout de fournir un plan stratégique avec des objectifs et des recommandations. Ce que nous proposons, ce sont des scénarios. On reviendra longuement sur ce qu'on entend par scénario et quels sont, en l'occurrence, ces scénarios. Il y en a 4. Et chacun explore une configuration socio-économique particulière avec des modalités d'action spécifiques de lutte contre la pauvreté des enfants. Donc à chaque fois, un contexte particulier, une évolution possible pour la Wallonie en 2050, dans lequel sont menées toute une série d'actions dans un grand nombre de domaines publics. Alors, ces domaines publics, on essaie de balayer, on a un spectre très large. Certains ont trait évidemment spécifiquement à l'enfant, qui est le cœur du système, donc l'accueil de l'enfance, l'aide à la jeunesse, les droits de l'enfant. D'autres domaines d'action agissent sur l'enfant, mais plutôt à travers son milieu de vie, par exemple le soutien à la parentalité, la politique scolaire, la lutte contre la pauvreté en général, la sécurité sociale, ou même plus indirectement, la politique du logement par exemple, ou la politique fiscale. Les scénarios, vous ne les avez pas construits seuls. Votre démarche était aussi participative. Oui, tout à fait. Autre point très important, parce que c'est une démarche, la démarche prospective, qu'on ne peut pas faire seul dans son coin. Ça n'aurait pas de sens. La prospective, c'est d'abord de l'intelligence collective. Donc ça suppose qu'on rassemble des publics très différents. Et on le fait parce qu'en fait, ce sont eux qui savent, ils savent beaucoup mieux que nous, prospectivistes, de quoi ils retournent quand on parle de pauvreté des enfants. Par exemple, parce que ça fait partie de leur champ d'action, c'est leur métier, ce sont des acteurs du domaine, ou bien alors parce qu'ils ont des connaissances spécifiques, par exemple sur le contexte socio-économique. Notre rôle, le rôle du prospectiviste, c'est de trouver le moyen de faire travailler ces personnes sur le futur, dans un cadre ordonné, avec des outils éprouvés. Notre métier, il est là. Alors pour la construction des scénarios, on a sollicité 2 grands types de publics. Donc, d'une part, il y a ce qu'on peut appeler les parties prenantes, donc les acteurs du système, donc des acteurs qui ont des connaissances particulières, situées de leur domaine d'action. Alors bien sûr, il y a des acteurs des droits de l'enfant, il y a les acteurs de l'enfance, de la jeunesse, les caisses d'allocation familiale, mais aussi plus largement tous les acteurs de la lutte contre la pauvreté, et encore plus largement les mutuelles, les syndicats, et donc au fond aussi toutes les associations et organismes actifs dans les politiques de l'enfance et la lutte contre la pauvreté, ce qui fait beaucoup de monde, et ceci tant au niveau régional qu'au niveau communautaire et fédéral. Donc premier type de public. Deuxième type de public, les experts, chercheurs, membres du monde scientifique ou académique, qui sont, eux, spécialisés dans des champs qui relèvent de l'objet sous-étude. L'objet sous-étude, donc la pauvreté des enfants. Donc des sociologues, des économistes, des démographes, des politologues. Imaginez toutes les disciplines qu'on peut convoquer autour de cet objet. Alors à ces 2 types de publics, il faut en ajouter un troisième, qui sont donc les bénéficiaires, les destinataires de la décision. Eux n'ont pas été impliqués dans la construction des scénarios proprement dites, mais dans leur évaluation, donc en aval du processus. Alors cette partie du travail a été réalisée par nos collègues de l'AVIC, qui ont réalisé une série de focus group, centrés d'un côté sur des parents concernés par la pauvreté, et de l'autre sur des adolescents scolarisés dans différents contextes sociaux et géographiques. Et donc nos collègues ont fait part des scénarios à ces publics pour recueillir leurs préoccupations, leurs craintes et espoirs quant à l'avenir. Alors, mais pour ce qui est de la dimension participative des scénarios, donc je reviens aux 2 autres types de publics, les parties prenantes et les experts. On a imaginé une séquence d'ateliers qui se sont déroulés sur un peu plus d'1 an,
en plusieurs phases, avec des allers-retours entre ces deux groupes, les parties prenantes et les experts scientifiques. Donc, en gros, si on schématise, les parties prenantes ont travaillé au diagnostic de la situation et à la formulation d'hypothèses d'évolution, tandis que les experts ont réfléchi au futur possible du contexte socio-économique général et de son effet sur les inégalités. Mais donc, le point essentiel, c'est qu'aucun de ces scénarios n'aurait été possible sans les apports, sans les réflexions, les échanges, tous ces débats en atelier menés avec l'ensemble de ces publics engagés. Et concrètement, vous les avez construits comment, ces scénarios, Vincent ? Alors, donc cette participation des acteurs et des experts, c'était vraiment notre base de travail. C'est avec elle qu'on a construit les scénarios. Et dans le type d'analyse qu'on mène à l'IWEPS, on s'inscrit dans ce qu'on appelle l'école française de prospective. Et donc, dans cette approche-là, on vise à considérer le phénomène qu'on analyse comme une réalité systémique. Donc, c'est important de pouvoir situer la question de la pauvreté des enfants dans un système plus large. Et donc, Frédéric l'a déjà évoqué, on a traité par l'intermédiaire de ce dispositif participatif toute une série d'éléments qui sont propres à l'action publique en elle-même. Donc, c'est ce qu'on a appelé des variables politiques, d'un côté. Et de l'autre, on a toute une série de variables qui composent ce système qu'on a étudié grâce aux apports de tous les experts. Et ça, c'est ce qu'on a appelé des variables de contexte. Et donc, toutes ces variables, on les intègre dans un système qui permet en fait de comprendre la dynamique dans laquelle se situe la pauvreté des enfants et l'action de lutte contre celle-ci, puisque la grande particularité des scénarios, c'est qu'ils travaillent à la fois sur des évolutions possibles de la pauvreté des enfants dans le futur et d'agir contre elle. Donc les développements des scénarios en lui-même, en fait, il a consisté à partir donc de cette réalité systémique, donc de toutes ces variables, on en avait une trentaine sur lesquelles on a travaillé. Donc de comprendre comment elles interagissent entre elles, première chose. Et deuxième chose, alors d'imaginer comment des variables clés dans ce système, parce qu'on ne les traite pas évidemment toutes de la même façon, il y a des variables motrices, par exemple, des variables qui ont un rôle très important dans la dynamique que prend le système, qui sont peu dépendantes de l'état des autres variables. Et donc, on s'intéresse fort à ces variables-là parce qu'elles vont impulser des évolutions au système. Donc, si on les fait bouger, le système va changer dans son ensemble de trajectoire. Et il y a deux grandes variables qui nous ont intéressés en particulier. C'est d'une part la variable climatique, des changements climatiques. Et d'autre part, et ça Frédéric l'a déjà évoqué, c'est la variable liée au modèle économique. Et donc, en fait, en faisant bouger l'état de ces deux variables-là, en fait, on arrive déjà à avoir des conséquences en chaîne sur toutes les variables du système qui font qu'on peut imaginer des trajectoires différentes. Oui. Alors, donc ces deux variables motrices-là, elles ont vraiment un rôle crucial. Alors, on a traité d'une façon un peu spécifique par rapport à ça, et j'insiste sur ça maintenant parce que ça permettra aussi de comprendre mieux les scénarios après. Par rapport au climat, on a, entre guillemets, neutralisé cette variable-là. C'est-à-dire qu'elle a le même état dans les 4 scénarios. Et donc les changements climatiques sont très importants dans leurs effets sur les inégalités. Donc, par exemple, les vagues de chaleur, les sécheresses, les canicules, les inondations, ça touche beaucoup plus les effets sur les personnes en situation de pauvreté ou de précarité sont beaucoup plus importants que sur des personnes qui sont dans des situations plus favorables. Et donc, cette variable-là, elle est importante et on a travaillé avec les scénarios du GIEC pour imaginer un réchauffement à l'horizon 2050 qui tourne autour des 3 degrés à l'échelle globale. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir une intensification des effets des changements climatiques, que ce soit des sécheresses, des canicules qui deviennent plus longues, plus fréquentes et donc qui touchent fort les populations vulnérables, aussi le développement des pandémies, des inondations. Et à ça s'ajoute le fait que dans ce scénario-là, l'effet sur des zones du globe, les zones à l'équateur ou aux tropiques, sont extrêmement importants, ce qui pourra générer dans le futur des vagues migratoires importantes, donc avec des effets aussi sur la situation qu'on va connaître en Europe au niveau politique, de l'accueil des migrations, etc. Et évidemment d'enfants immigrés, puisque la question des migrations d'enfants liées au climat, c'est déjà aujourd'hui une question importante. Et donc, à partir donc, de ce système, on imagine des hypothèses d'évolution. Là, je viens déjà d'en évoquer certaines par rapport au climat, mais comme ça, c'est fait, donc on ne devra plus en parler.
Ces hypothèses d'évolution, on les a construites dans le cadre du dispositif participatif. Donc, c'est là qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, et Frédéric l'a dit, mais je le répète, c'est que ces scénarios, ils ont été co-construits. Ils ne sont pas nés dans les bureaux de l'IWEPS. Ils ont été construits avec les acteurs. Et donc, toutes les hypothèses d'évolution de chacune des variables ont été construites avec eux. Et c'est à partir d'elles, en les combinant, qu'on construit ces scénarios. Et donc, vous êtes donc arrivé à dresser 4 scénarios qui présentent le contexte dans lequel la Wallonie pourrait évoluer dans le futur et le type d'action publique de lutte contre la pauvreté des enfants qui pourrait s'y développer. C'est ça. Donc, en fait, la particularité de l'approche qu'on utilise, donc, c'est une analyse qu'on appelle morphologique. Donc, en combinant les hypothèses d'évolution, ce qu'on cherche à faire, c'est à identifier des scénarios qui sont contrastés. C'est important. Donc, on n'essaye pas de voir des nuances ou de se dire, on pourrait, par exemple, évoluer dans telle trajectoire, mais aussi, s'il se passe ça, ça pourrait être aussi ça. Ce qu'on essaye d'imaginer, c'est vraiment des mondes qui sont extrêmement différents et extrêmement contrastés entre eux, puisque le rôle, c'est vraiment d'éclairer la décision et donc les décideurs en leur disant, voilà, dans le futur, on pourrait aller dans telle ou telle direction. Et donc, il y a différents enjeux qui en émergent. Et pour votre stratégie, pour vos décisions, c'est important de pouvoir en tenir compte. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des contrastes très forts. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur des variables qui sont assez génériques, entre guillemets, c'est-à-dire le modèle économique, c'est quelque chose d'important. Et donc, ça peut questionner, puisque finalement, c'est très éloigné des préoccupations politiques ou des capacités politiques. Mais c'est important de pouvoir imaginer des trajectoires différentes. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'évolution du modèle économique. Et ce qu'on essaye d'imaginer aussi, c'est des évolutions qui sont plausibles et possibles. Donc, c'est vraiment des choses qui pourraient arriver. Donc, on ne fait pas de la science-fiction, on n'imagine pas des choses complètement caricaturales. On essaie d'imaginer des futurs qui pourraient se placer, mais en amplifiant certains phénomènes qu'on peut observer aujourd'hui. Donc ainsi, par exemple, dans le scénario 1, donc on l'a intitulé scénario 1, le scénario 1, il met l'accent sur les logiques de marché dans le fonctionnement de l'économie. Et ça a d'importantes répercussions sur le fonctionnement de l'État social et sur la lutte contre la pauvreté des enfants, puisque on conçoit aussi que face au changement climatique, les ressources de l'État sont relativement limitées. Donc, il fait face à des crises à répétition, donc comme la pandémie qu'on a connue, donc des crises sanitaires, sociales, écologiques, économiques qui se répètent. Et donc, il doit faire des arbitrages, il doit choisir vers où il oriente ses moyens. Et donc, le public des enfants devient vraiment un public cible sur lequel il va agir. Et aussi, puisque la situation, on conçoit que la situation socio-économique se dégrade, que les inégalités augmentent fortement. La pauvreté commence à toucher de nouvelles catégories de la population, notamment la classe moyenne inférieure, qui est mise fortement sous pression. Et donc la prévention du risque de pauvreté devient aussi un élément important. Donc l'État doit investir dans cette trajectoire-là, ce qui suppose qu'il va laisser de côté certaines parties de la population sur lesquelles il a beaucoup plus de mal à agir, notamment les personnes en situation de grande pauvreté ou précarité. Et donc il y a une tendance aussi à passer de politiques sociales, donc de lutte contre la pauvreté pour ces catégories de population-là, à des politiques qui sont plus répressives. Donc les situations de mendicité, etc., sont davantage réprimées, donc on pénalise davantage. Et pareil, les enfants qui vivent dans des milieux extrêmement pauvres sont davantage placés en institution, de façon beaucoup plus systématique, alors qu'aujourd'hui, les services sociaux essayent d'aider au maximum les personnes. Donc on passe plus d'une logique d'aide à la jeunesse à une logique de protection de la jeunesse. Donc on va extraire les enfants de leur milieu, les mettre dans des institutions, mais des institutions qui malheureusement, faute de moyens, sont davantage des institutions d'accueil, mais très, très simplement. Donc on parle de protection low cost dans ce cas-ci, donc c'est vraiment des instituts au rabais, entre guillemets. Donc ça, c'est la particularité de ce scénario 1-là, c'est une situation qui est extrêmement dégradée au niveau social et c'est renforcé par les effets des changements climatiques. Le second scénario, vous l'avez intitulé « Un État sponsor d'une économie responsable, l'enfance, capital humain de la Wallonie qui investit dans son avenir ». Frédéric. Oui, alors tout à fait. C'est un scénario très différent du premier. Oui. Donc, le premier que Vincent vient d'expliquer était centré sur le risque, la gestion des risques, y compris le risque de pauvreté, dans un contexte d'urgence environnementale et de
d'austérité ou en tout cas de rareté des ressources pour l'État. Alors qu'ici, dans ce deuxième scénario, comme on l'indique dans le titre, tous les mots-clés s'y trouvent, c'est la notion d'investissement qui est centrale. Donc la Wallonie investit dans son économie, dans certains types d'économies. Elle donne une orientation, en particulier la croissance verte, pour le dire rapidement. Et elle le fait avec un certain succès. Donc elle donne des impulsions, elle sponsorise, beaucoup de guillemets, certains secteurs liés à la transition numérique et énergétique. Elle revalorise aussi les filières de formation correspondantes. Et donc cette focalisation sur l'investissement se prolonge dans une idée qui anime beaucoup d'acteurs de l'enfance, qu'on a beaucoup entendu, à savoir l'idée d'investissement dans la petite enfance. D'où l'idée d'enfance comme capital humain dans le titre aussi, dans l'intitulé. Ce qu'on entend souvent, c'est qu'un euro investi dans la petite enfance en rapporterait de 4 à 7. C'est cette logique-là, qui est une logique assez ancienne. J'y repensais. Victor Hugo disait déjà qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison. Donc l'État, dans ce scénario, met le paquet sur certaines politiques. Donc, il priorise aussi. Mais il va prioriser la petite enfance. Donc l'accueil dans la petite enfance. Il va faire en sorte qu'un système de garde soit effectivement accessible, de qualité, et dès le plus jeune âge, dès 3 mois, mais aussi donc les structures d'accueil parascolaire, la formation technique et professionnelle. L'idée est vraiment d'équiper les enfants pour les rendre compétents pour les défis et les enjeux de la transition. Donc c'est un scénario où l'État, en particulier l'État social, retrouve un rôle de premier plan et a aussi, d'une certaine manière, les moyens de ses ambitions. Oui, alors dans le troisième scénario, vous avez envisagé un modèle économique et un système de protection contre les risques sociaux et environnementaux très différent des 2 précédents, Vincent. Ah oui, tout à fait. Donc il y a vraiment une rupture forte dans le scénario 3. Mais en même temps, il y a une continuité. Donc je vais l'expliquer. Donc il y a une continuité par rapport à ce que Frédéric disait, dans le sens où on a un État qui joue un rôle important dans la protection sociale. Donc il investit aussi massivement dans cette protection, mais avec un modèle qui est tout à fait différent. Donc dans le 2, on a un État social qui protège les populations grâce à sa capacité financière. Donc ça dépend de la croissance économique, notamment liée au développement d'une économie digitale et d'une économie de la transition énergétique. Et donc cette économie se développe, elle a de la croissance, donc les recettes de l'État augmentent, ce qui lui permet d'investir dans la protection sociale. Ça, c'est dans le scénario que Frédéric vient d'évoquer. Dans le 3, en fait, c'est tout à fait différent dans le sens où l'objectif n'est pas un objectif de croissance économique. C'est d'abord un objectif de protection des personnes et surtout de bien-être des personnes. Donc on est dans une logique où le modèle économique est centré sur ce qu'on appelle la pleine santé des populations et des écosystèmes. C'est-à-dire qu'on oriente l'action de l'État, on oriente le fonctionnement de l'économie vers des activités qui permettent de se développer dans notamment les limites planétaires et donc de bénéficier à la population dans son ensemble. Ce qu'on conçoit aussi, c'est que l'ensemble de la population face aux risques climatiques est vulnérable. Dans le 2, par exemple, il y a des publics qu'on estime vulnérables comme celui des enfants, qu'on protège spécifiquement. Mais dans le 3, tout le monde est vulnérable face aux crises et donc tout le monde doit être protégé. Mais évidemment, il y a des différences, il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. Mais ici, donc, l'idée est vraiment de mettre la focale sur cet aspect-là et donc de créer des capacités d'adaptation des populations aux crises qui sont générées par les changements climatiques et environnementaux. Et là, donc, la politique scolaire et la politique de santé publique jouent un rôle qui est vraiment important et qui deviennent prioritaires pour l'État. Et donc, on repense fondamentalement, notamment, le rôle de l'école, de l'éducation dans ce modèle-là, où on va, par exemple, créer une éducation qu'on appelle capacitaire, c'est-à-dire où on va permettre aux enfants d'acquérir les capacités pour faire face aux différents risques et crises, notamment des capacités qui leur permettent de se nourrir, de se vêtir, de s'alimenter, tout un tas de savoirs qui n'apprennent pas forcément aujourd'hui à l'école, mais qui deviennent centrales dans ce modèle-là. Et donc aussi, un autre aspect, c'est que les politiques sont organisées d'une façon très transversale et décentralisée, avec le concours d'une multitude d'acteurs qui relèvent des secteurs publics, privés, associatifs. Donc on a une logique de gouvernance qui est beaucoup plus horizontale et articulée entre différents acteurs.
Et donc les logiques économiques et territoriales aussi dans ce scénario-là sont vraiment repensées. Donc on imagine par exemple que la Wallonie est divisée et s'organise autour de bassins de vie à petite échelle, puisqu'on se dit aussi que dans ce futur-là, l'échelle des déplacements, l'utilisation des technologies, notamment les technologies de mobilité, évolue fortement, mais dans le sens d'une diminution de cet usage-là face aux enjeux climatiques. Et donc, il y a toute une série de choses qui s'organisent, notamment des communs qui permettent de garantir l'accès à toute une série de droits fondamentaux. Donc, les communs, c'est des ressources qui sont protégées, qui ne sont pas accaparées par certains acteurs, ni détenues par les pouvoirs publics, ni détenues par les pouvoirs privés, mais qui sont gérées de façon commune par un collectif. Par exemple, l'eau ou ce genre de ressources fondamentales peuvent être conçues comme des communs. Et donc, on imagine aussi que dans cette société-là, la pauvreté des enfants n'existe pratiquement pas, puisque le système de protection qui est mis en place, donc c'est un système de protection qui est à la fois social et écologique, puisqu'il protège contre les risques écologiques, permet d'acquérir des compétences et des capacités qui leur permettent de s'adapter aux différentes crises, comme je le disais. Et la relocalisation du système économique et le développement de différentes formes de solidarité garantissent une intégration sociale beaucoup plus importante, ce qui fait que la pauvreté se réduit aussi. Mais donc c'est pas dans ce monde-là une pauvreté monétaire, c'est vraiment une intégration dans un fonctionnement social, et donc la sécurité d'ensemble est garantie et l'accès aux droits fondamentaux également. Le dernier scénario, le scénario 4, est lui aussi très différent, mais pour une autre raison, Frédéric. Oui, alors tout à fait. Il est tout aussi contrasté que les autres, mais il a une particularité, c'est qu'il a été élaboré après les trois autres et dans un objectif particulier qui était de proposer un scénario tendanciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tendanciel ? Ça veut dire qu'en fait, on a prolongé les tendances actuelles des variables qu'on a identifiées jusqu'en 2050, mais ce faisant, on a mis entre parenthèses un certain nombre d'incertitudes majeures. Alors, ce qui a des effets sur la plausibilité de ce scénario. Tendanciel ne veut pas dire plausible ou probable, c'est en même réalité le contraire. Parce que en faisant ainsi, en prolongeant les tendances actuelles, ça revient à imaginer un futur qui est artificiellement stable, alors qu'on peut raisonnablement se dire qu'il y aura des ruptures et des bifurcations liées à toutes ces incertitudes, justement, et qui se reflètent davantage dans les autres scénarios. Alors, quel est l'intérêt de travailler comme ça ? Justement, c'est de pousser le système à ses contradictions. Ça met en évidence des tensions non résolues dans l'état actuel du système. Alors, par exemple, la tension entre l'action contre les changements climatiques, d'un côté, et de l'autre, la volonté de poursuivre des objectifs de croissance économique. Oui. C'est poussé sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Et de même, donc, la tension entre la nécessité de maintenir un budget à l'équilibre et celle de dépenser massivement dans la gestion des conséquences du changement climatique ou même du vieillissement de la population. Autre tension, c'est celle entre la volonté de protéger les publics les plus vulnérables, comme les enfants, et d'autre part, la volonté de maintenir la cohésion sociale et dans un contexte de réduction des dépenses publiques. Alors, quand on projette dans l'avenir des grandes tendances d'un système à l'état instable, ces tensions actuelles n'en ressortent qu'avec plus d'évidence, et c'est vraiment l'intérêt de ce scénario. Alors, quelles sont les tendances qu'on retrouve dans ce quatrième scénario, ça vaut la peine d'en parler un peu. Il y a d'une part le renforcement de l'état social actif, qui est très caractéristique du premier scénario, mais qu'on retrouve ici aussi, donc avec des logiques de conditionnalité des droits et des aides sociales. Pour ce qui est des politiques de l'enfance, la tendance est au renforcement de ce qu'on peut appeler une conception onusienne de l'enfance, donc onusienne relative à l'ONU, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est une conception onusienne qui sous-tend les principes de ce qu'on pourrait appeler une bonne enfance. Cette notion de bonne enfance, on l'a d'ailleurs placée dans l'intitulé de ces scénarios, bonne enfance entre guillemets. Donc qu'est-ce que ce serait la bonne enfance selon l'ONU ? C'est une capacité d'action autonome, c'est une participation aux décisions qui concernent l'enfant, ce sont des droits subjectifs propres, c'est l'égalité de genre, c'est une aide à la réussite, ce qui suppose quand même que la société est compétitive, c'est une liberté d'orientation philosophique, religieuse, éducative, etc. Ça, cette tendance-là, elle se trouve peut-être plus dans le deuxième scénario. Donc c'est un scénario un peu patchwork aussi. On peut retrouver des éléments tendanciels qui se retrouvent aussi dans les trois autres scénarios. Alors, autre tendance, qui est corollaire des deux précédentes, avec le renforcement de l'état social actif et la focalisation sur le public des enfants,
on pourrait assister à une fragmentation sociale importante. Donc, certains publics sont davantage protégés que d'autres face aux crises qui se multiplient. Ça, c'est très présent dans le premier scénario. Ici, c'est seulement présent à titre de tendance. Et puis alors, cette fragmentation serait aussi territoriale et économique. Une autre tendance qui pourrait se poursuivre pour la Wallonie, c'est celle à la tertiarisation de son économie, donc le fait que son économie est basée sur les services plus que sur l'industrie, ce qui tend aussi à la fragiliser face aux crises, qui réduit la diversité d'offres sur le marché de l'emploi et génère d'importantes disparités territoriales. Donc toutes ces tendances, on imagine qu'elles pourraient se poursuivre, s'accentuer. Alors, ces éléments se retrouvent dans le titre du scénario 4. C'est un titre avec des mots-clés. Un État social actif renforcé, la quête d'une bonne enfance dans une Wallonie fragmentée. Oui. Et donc, cette analyse par scénario vous a permis de dégager différents éléments qui questionnent à la fois la pertinence des orientations prises en matière de lutte contre la pauvreté des enfants depuis une trentaine d'années et qui vous ont permis aussi d'identifier des tendances lourdes, des incertitudes majeures et des facteurs de changement qu'il serait indispensable, vous le dites, de prendre en compte dans les futures décisions en matière de lutte contre les inégalités, au risque de faire face à des bifurcations critiques aux effets majeurs sur la situation de pauvreté des enfants. Vincent. Oui, donc en effet, donc l'analyse prospective exploratoire qu'on a menée, c'est vraiment un préalable qui est malheureusement encore peu fait à une stratégie, puisque l'idée c'est de pouvoir baliser les futurs possibles, de pouvoir identifier des choses qui pourraient arriver. Donc, puisque là, un des rôles de cette prospective, c'est de répondre à la question « Que peut-il advenir ?» Et donc, grâce à cette méthode des scénarios, on peut répondre à cette question en disant voilà, il y a 4 scénarios qui pourraient advenir dans le futur. Alors évidemment, c'est pas cette réalité-là qui va arriver, ça va être une conjonction de différents éléments, mais ici on balise. Et donc, on restitue, entre guillemets, une liberté de décision, puisqu'on peut dire, regardez, si on imagine ces évolutions-là, on pourrait aller dans telle ou telle direction. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant ? Et ça, on ne répond pas à la question dans le projet, mais on donne les éléments pour que cette réflexion puisse maintenant être menée, pour que des stratégies puissent être construites en tenant compte des enjeux qu'on identifie. Et donc, l'étude, elle identifie en fait 6 grands enjeux sur lesquels je vais revenir, qui permettent en fait de se poser cette question. Est-ce que l'action telle qu'on l'a conçue jusqu'à présent en matière de lutte contre la pauvreté des enfants va pouvoir répondre aux enjeux que l'analyse prospective identifie? Et donc, quand on présente les résultats de ces scénarios à des acteurs, aux parties prenantes, puisqu'on l'a aussi fait dans le cadre du dispositif, en fait, eux, ça leur permet de comprendre, et c'est le retour qu'on a, c'est qu'en fait, il y a une trajectoire qui a été suivie pendant 30 ans, et que l'action telle qu'elle est pensée aujourd'hui, c'est le produit de ce passé. Et ce passé, c'est quoi ? En fait, c'est la rencontre de 2 domaines d'action publique. C'est la lutte contre la pauvreté, qui est née dans les années 90, la politique de lutte contre la pauvreté, donc face au développement d'une nouvelle pauvreté avec la crise économique qui a suivi les crises pétrolières des années 70. Il y a une nouvelle pauvreté qui a émergé, qu'on a essayé de traiter avec des politiques spécifiques. Et parallèlement à ça, il y a la politique des droits de l'enfant qui est née. Donc la Convention internationale des droits de l'enfant, elle a été ratifiée par la Belgique en 92. Le délégué général aux droits de l'enfant a commencé à exercer ses fonctions à partir de ce moment-là. Et puis en 96, il y a eu l'affaire Dutroux, qui en fait a fait éclater cette importance de la vulnérabilité des enfants face à la société et de l'importance de la protection des enfants. Et donc, il y a eu donc toute une évolution historique qui a fait que petit à petit, ces droits de l'enfant ont été de plus en plus reconnus, identifiés, protégés. Et il y a tout un tas d'acteurs aussi qui sont nés pour organiser cette politique, notamment l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse à la Fédération Wallonie-Bruxelles, le délégué général aux droits de l'enfant, comme je le disais, c'est ces 2 grands acteurs de ces politiques. Et puis il y a tout un tas d'acteurs qui ont aussi agi, comme la Fondation Roi Baudouin, puis je parlais du Viva for Life tout à l'heure, donc il y a tout un tas d'acteurs qui ont commencé à agir aussi pour dire qu'en fait, si on reconnaît des droits fondamentaux aux enfants, ces droits ne sont pas accessibles si les enfants sont en situation de pauvreté. Et là, la jonction s'est faite. Et donc, on a commencé à concevoir cette politique de lutte contre la pauvreté en lien avec l'accès aux droits fondamentaux. Et donc,
comme je dis, c'est la politique telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est le produit de ce passé. Mais les scénarios qu'on a construits montrent qu'il y a des enjeux. Et un des grands enjeux qu'on a souligné et dont on a connu les premières conséquences il y a quelques années avec la pandémie, et ça a eu des effets importants, notamment sur la santé mentale des enfants, c'est les changements climatiques et leurs conséquences. Et actuellement, dans la manière dont les politiques sont conçues, c'est un élément qui est peu présent. Et c'est aussi pour ça que les scénarios imaginent différents systèmes de protection sociale pour protéger les publics vulnérables, pour lutter contre les inégalités, puisque les changements climatiques auront des effets importants. Et ça, c'est vraiment un premier enjeu fondamental, ce qu'on a souligné. Un deuxième enjeu très important, c'est la relation forte qui existe entre le modèle économique dans lequel on se trouve et la forme que prend l'État social. Donc, les différents scénarios montrent que la capacité d'action face à ces risques, donc la capacité de protection contre les crises des populations vulnérables, elle est dépendante d'une capacité financière. Et cette capacité financière, elle n'a pas la même ampleur en fonction du système économique dans lequel on se situe. Donc, s'il n'y a pas de croissance, la capacité financière de l'État, elle va être forcément limitée. Ou alors, il va devoir aller chercher de l'argent ailleurs par une politique fiscale spécifique. Donc ça pose une vraie question. On ne peut pas protéger comme ça sans capacité financière. Ou alors, et ça c'est la particularité du scénario 3, on peut protéger en développant des capacités de la population à réduire ses vulnérabilités, donc en améliorant sa santé dans son ensemble. Donc si on améliore la santé d'ensemble de la population, sa vulnérabilité face aux crises, face aux risques écologiques, face aux risques sanitaires, va se réduire. Ces résiliences vont être meilleures. Donc, c'est aussi tout l'enjeu de créer des capacités pour les populations pour faire face à ces différentes crises. Et ça peut être pris en charge par une sécurité sociale qu'on appelle sécurité sociale écologique. Et alors, il y a aussi d'autres enjeux qu'on souligne. Je ne veux pas tous les énumérer, mais il y en a peut-être un dernier qui me semble vraiment très important. C'est le fait que la pauvreté des enfants, c'est un phénomène qui se transforme dans le temps. Donc il y a 30 ans, la pauvreté des enfants n'était pas celle qu'on conçoit aujourd'hui. Et ça, au tout premier atelier qu'on a fait avec les acteurs, c'est la première chose qu'ils nous ont dite. Il y a 20 ans, la pauvreté d'un enfant, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on conçoit qu'un enfant qui n'a pas d'activité parascolaire, par exemple, est un enfant qui peut être considéré, il est aussi privé d'autres choses, dans une situation de pauvreté. Alors qu'il y a 20 ans, on ne se posait même pas la question. Les activités parascolaires ne rentraient pas dans le calcul. Si un enfant n'avait pas d'activité parascolaire, il n'en avait pas, voilà. Mais aujourd'hui, c'est intégré dans la réflexion. Donc c'est très relatif, la pauvreté des enfants. Et les scénarios montrent que la pauvreté des enfants dans le futur pourra être liée à la confrontation aux risques et aux conséquences des changements climatiques. Une fois que vous avez identifié ces enjeux, vous en faites quoi ? C'est quoi la suite ? Alors, la suite, elle n'est pas entre nos mains, dans le sens où notre mission, c'était vraiment d'explorer ces futurs possibles. Et c'est vrai que ça peut paraître déconnecté comme ça de la réalité quotidienne, ça peut aussi paraître éloigné des capacités d'action qu'on a, puisque les scénarios, ils interrogent ils interrogent le modèle économique dans lequel on a, et les décideurs au niveau wallon, par exemple, n'ont pas forcément tous les leviers. Mais l'idée, c'est pas que ces scénarios doivent générer la révolution et des changements radicaux. L'idée, c'est qu'ils permettent de nourrir la réflexion et permettent de questionner le présent, de sortir le nez du guidon. Et les retours qu'on a déjà eus sur les scénarios, c'est de dire « Ah mais oui, ils sont bien ces scénarios parce qu'ils permettent de baliser le champ d'action, ils permettent de comprendre le sens de l'action qu'on mène. » Donc en fait, rien que ça, c'est déjà la suite de l'étude. C'est-à-dire qu'on donne finalement un cadre, on permet de relativiser les choses, de comprendre les choses. Enfin, c'est un peu une cartographie du futur, en fait, qu'on donne, même si on ne sait évidemment pas ce qui va arriver, mais ça permet de dire, si on fait ça, en fait, ça peut s'inscrire dans un système beaucoup plus complexe, et ça peut avoir telle conséquence. Ou alors, attention, il y a des risques qui arrivent dont on ne tient pas encore suffisamment compte aujourd'hui, et ça, c'est un élément important, qu'on n'anticipe pas suffisamment, qui n'est pas suffisamment intégré dans l'action, et qu'on devrait davantage intégrer. Donc, c'est des éléments vraiment de réflexion, comme on l'a dit, c'est en amont vraiment d'une démarche stratégique. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit refaire tout un plan d'ensemble, mais
ça peut aussi alimenter les débats, et on le dit dans la conclusion de l'étude. Le débat, en fait, il commence aussi maintenant. Enfin, on a eu beaucoup de débats, mais des débats plus vastes, plus larges, autour de questions qui sont posées par l'étude, pour justement repenser des stratégies, etc. Ça vaut. Enfin, c'est un point de départ. Maintenant, c'est vrai que voilà, l'appropriation de l'étude, ça dépend beaucoup de ce que les différents acteurs vont en faire. Mais c'est vrai qu'on propose quand même des chantiers possibles d'action, enfin d'études, qui sont en lien avec ces différents enjeux. Donc, réfléchir à la participation des populations et acteurs concernés dans les systèmes. Questionner aussi la manière dont le système de protection sociale peut intégrer les nouveaux risques et vulnérabilités de façon concrète. Ce qu'on met aussi fort en évidence, évidemment, c'est le rôle des institutions d'éducation, d'enseignement, etc. Comme le Frédéric le disait dans le scénario 2, le rôle de l'accueil en bas âge, il est extrêmement important, puisque les neurosciences montrent que l'évolution de l'enfant est extrêmement dépendante de ses 3 premières années. Donc un encadrement important à cet âge-là, c'est important. Donc donner accès à des milieux d'accueil tôt, ça peut avoir un rôle important dans les capacités d'apprentissage cognitive, etc. Donc voilà, ça alimente vraiment toute une série d'éléments. Et je pense que la grande valeur de cette étude-ci, c'est cette approche systémique. Donc de montrer qu'il y a des relations et des connexions fortes entre différents éléments, puisque les politiques actuellement, elles se construisent fort en silo. Donc chaque groupe d'acteurs, chaque politique se construit autour d'une thématique spécifique et a tendance à se détacher en fait de l'ensemble et donc à agir dans un segment qui lui est propre. Et finalement à perdre de vue le système dans lequel elle se positionne et le contexte. Et ça, c'est vraiment la valeur de ce genre d'études, c'est d'apporter ce contexte-là et ces connexions à la réflexion. Merci Vincent Calais et Frédéric Lès d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre rapport réalisé en collaboration avec l'AVIC et intitulé « Lutter contre la pauvreté des enfants en Wallonie, une analyse prospective » est téléchargeable gratuitement sur le site de l'IWEPS. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.